les invités qui sont dans la salle d'attente? Super, merci Pauline. Et je viens de lancer l'enregistrement de la réunion. Bien le bonjour. Bons appétits. Ok, Marie, il est midi, je propose que vous commenciez, si ça vous va, et puis les autres rattraperont en cours de route. Ok. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du collectif opérationnel régional du biométhane injecté, donc le fameux Corbi, connu également sous l'entête Métamorphose. Et donc, dans cette organisation de webinaire qui a lieu mensuellement, aujourd'hui, un premier webinaire qui est dédié aux biodéchets et donc que j'ai intitulé « Obligation de tri à la source des biodéchets, quelle opportunité pour le développement de la filière méthanisation ». Et avant de vous présenter donc les trois intervenants de cette session, je voulais juste en préalable vous redéfinir en quelques mots ce qu'on appelle biodéchets. Donc en quelques mots, selon le Code de l'environnement, donc les biodéchets sont constitués des déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, en l'occurrence ce qu'on appelle les déchets verts, mais également des déchets non dangereux alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs, ou encore des magasins de vente en détail, ainsi que les déchets provenant des usines de transformation des denrées alimentaires, notamment celles provenant des industries agroalimentaires. Comme ça permet de cadrer effectivement ce qu'on entend par déchets, même si dans les interventions que nous allons écouter juste après mon introduction, nous allons beaucoup parler des déchets, on va dire, alimentaires. Ceci dit, les déchets verts font bien partie des biodéchets. Diapo suivante, s'il te plaît, Pauline. Donc, pour ce faire, on va le déroulé de cette session. On va prévoir une moitié de temps des interventions, 3 interventions, puis après une deuxième partie avec le temps de questions-réponses. 3 intervenants. Tout d'abord, que je remercie vivement, Delphine Bourgeois, qui est responsable économie circulaire et communication donc à Valorène. Valorène qui est le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne. Il faut savoir que Delphine donc, est arrivée en 2018 au sein de Valorène et elle a commencé, une de ses premières missions, c'était de mettre en œuvre et suivre le CODEC, qui est un contrat d'objectifs déchets économie circulaire. Et aujourd'hui, et le CODEC, dont les principaux objectifs étaient de travailler sur la maîtrise des coûts, la réduction et la valorisation des déchets.
Aujourd'hui, et ça va être le contenu de l'intervention de Delphine, aujourd'hui, Valorem est engagé dans une démarche qui s'appelle Concerto, concertation territoriale de la matière organique. Et ça, j'en dirai pas plus, elle le présentera après sa présentation. En deuxième intervention, nous avons Maëlys De Witt, qui est gérante de la société BinHappy, localisée donc au Havre, dont l'objectif est de proposer des solutions sur mesure pour organiser le tri à la source et la collecte des biodéchets des restaurants pour les valoriser soit en compost, soit en énergie. Et donc, cette belle aventure qu'elle va nous raconter a commencé donc il y a à peu près 3 ans et demi. Et donc, un témoignage inspirant d'une autre région et qui vaut le coup d'être écouté. Et en troisième intervenant, Olivier Théobald, donc, qui est coordinateur au sein de la direction économie circulaire et déchets au service mobilisation valorisation des déchets à l'ADEME à Angers. Et donc, ses principales missions, c'est notamment la question des biodéchets des acteurs économiques et la méthanisation sous l'angle innovation dans le cadre des investissements d'avenir. Je vais m'en arrêter là et je vais donner la parole donc à Delphine Bourgeois de Valorem. Merci Marie, bonjour à tous. Donc, comme le disait Marie, je vais essayer de vous présenter au mieux la démarche de concertation qu'on a débutée avec le syndicat. Avant de passer justement sur la partie concerto, un petit rappel sur de présentation du syndicat. Donc, on est bien un syndicat à compétences collecte sur le département de l'Aisne. Vous pouvez vous mettre sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les autres, nos collectivités adhérentes, donc on a 15 adhérents à Valorem, ont gardé la compétence de la collecte. Donc, comme vous le voyez sur la carte, il y a juste une communauté de communes qui n'adhère pas au syndicat, ce qui fait que nous traitons l'ensemble des déchets ménagers de 96% de la population de l'Aisne, soit environ 531 000 habitants. Ce qui a représenté également en termes de tonnage 276 000 tonnes réparties entre les déchets collectés en porte-à-porte et en déchetterie. On est un territoire plutôt à dominante rurale avec des dynamiques de prévention qui sont engagées un peu partout sur le département et qui est complétée notamment par la démarche d'économie circulaire qu'on a débutée en 2018 avec l'ADEME. Donc, vous pouvez également passer sur la diapo suivante. Donc, cette dynamique d'économie circulaire, elle s'est traduite, comme le disait Marie, par un contrat d'objectifs déchets économie circulaire, donc pour la période 2018-2020. Il a été décidé de continuer les actions qui ont été engagées. Notamment, le but de ce codex était de pouvoir impulser une dynamique en fait à l'échelle du département sur l'économie circulaire, de fédérer les différents acteurs du territoire et puis de pouvoir aider au développement de nouveaux projets d'économie circulaire, autant sur les acteurs auprès des acteurs économiques que des acteurs publics, que des associations. Notamment à travers le cadre de ce codec, on a également mené une campagne de caractérisation sur les OMR en 2019 qui nous ont confirmé, je ne vais pas dire que c'était une surprise, mais plutôt confirmé qu'une part importante de biodéchets était encore présente dans les OMR. Donc, on était en moyenne à 90 kg par habitant sur un total de 221 kg à l'échelle du département en moyenne pour les OMR. On a également, à travers ça, le flux biodéchets est forcément ressorti comme un flux important à traiter, notamment aussi avec la nécessité de devoir détourner des tonnes du stockage et de la valorisation énergétique pour pouvoir essayer de limiter au mieux l'impact de la hausse de la TGAP qui va être assez drastique sur les prochaines années. Donc, on va atteindre 65 € la tonne en 2025 pour le stockage et 15 € la tonne pour la valorisation énergétique. En parallèle de tout ça, on
On a eu également les évolutions du cadre réglementaire sur les biodéchets, avec notamment l'obligation de tri à la source imposée à tous les producteurs au 31 décembre 2023. Et on avait une volonté, en fait, déjà actée au début du Codec, de pouvoir travailler sur un schéma, en fait, de la gestion de la matière organique sur le département. Entre-temps, on a entendu parler de la méthodologie Concerto qui a été développée par l'ADEME, qui nous paraissait intéressante par son côté concertation. Donc, on a fait des démarches, en fait, pour candidater et être territoire pilote. On a été retenu et donc l'idée, c'était qu'à travers le lancement de cette concertation, nous, on voyait surtout l'intérêt de pouvoir partager avec les acteurs un état des lieux du territoire commun et de pouvoir mener une réflexion commune avec eux. Donc finalement, de pouvoir co-construire en fait avec l'ensemble des acteurs les solutions qui seront les plus appropriées pour notre territoire. Donc, ça nous permettait notamment de favoriser en fait la connaissance et le dialogue en fait entre les différents acteurs, de leur donner un lieu de rencontre où ils pourraient partager, de faire émerger des solutions qui soient partagées par tous, de décloisonner les projets, de mieux les coordonner et puis de pouvoir structurer les filières. Donc voilà, c'était vraiment cette idée aussi de trouver et de rechercher une cohérence départementale pour l'ensemble des projets. Donc sur la diapo suivante, je vous ai mis, alors de manière très succincte, les premiers résultats en fait du diagnostic qu'on a fait au préalable du lancement de la démarche. Parce qu'on avait très peu d'éléments chiffrés en fait sur la partie biodéchets, notamment en termes de gisement. Donc, il y a un diagnostic qui a été réalisé sur 6 mois pour avoir, voilà, comme je disais, une meilleure connaissance du territoire sur le sujet de l'organique et qui nous permettrait surtout de pouvoir alimenter la concertation qu'on allait démarrer avec l'ensemble des acteurs. Donc, une identification des gisements, des sites de valorisation et de traitement de l'ensemble des acteurs du territoire, une étude un peu aussi sur les différentes filières, et puis un benchmark de retour d'expérience de collectivités déjà engagées sur le tri à la source des biodéchets depuis quelques années. Donc, si vous regardez la démarche Concerto, la particularité, c'est qu'on est bien sur une démarche multiflux. On va aller regarder l'ensemble de la matière organique. Alors, autant la partie biodéchets que la partie matière agricole, que la partie boue d'assainissement, que la partie bois. Et puis, on va s'intéresser à l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc, également aussi les producteurs ménagers, les producteurs non ménagers, donc tous les acteurs de la grande distribution, des métiers de bouche, de l'industrie agroalimentaire, la partie gestionnaire, donc autant les acteurs publics, donc les EPCU à compétences collecte et traitement, que les prestataires privés, les utilisateurs de produits, donc pareil, les agriculteurs, GRDF, les régies de transport, tous ceux qui peuvent être intéressés par les matières qui sont produites, les experts des acteurs associatifs. Donc là, on va être plutôt aussi sur des réseaux. Donc, par exemple, l'Agence locale de l'énergie, des associations type le CPIE, le Corbi, bien sûr, le CERD, des réseaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les 3 chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, la chambre des métiers de l'artisanat, la chambre de commerce et de l'industrie, puis les acteurs institutionnels, donc la région, le département, la DRAF, l'ADEME, les agences de l'eau. Donc voilà, sur le département, je vous ai mis les principaux chiffres. Donc on avait 4 millions de tonnes de matière organique, tout flux confondu, sur le département. Et si on fait focus plutôt sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc les biodéchets, si on enlève la part majoritaire, donc comme je le disais, on a un territoire fortement rural, donc si on accepte la part matière agricole, qui est de 3,9 millions de tonnes, donc si on enlève cette partie-là, les biodéchets représentent 2 tiers du gisement restant.
Et puis, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y avait énormément de projets alors d'installation déjà en fonctionnement ou de projets, porteurs de projets de méthanisation, notamment agricoles. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Delphine, il te reste un peu plus de 2 minutes. Ouais, je vais essayer d'accélérer vraiment très très fort alors. Donc voilà, la concertation, on l'a débutée en novembre 2020 par une réunion de lancement qui visait à présenter la démarche Concerto en fait à l'ensemble des acteurs, qu'on a fait suivre d'une présentation du diagnostic qui avait été menée donc sur les 6 premiers mois de l'année. Avec l'idée en fin de réunion de pouvoir identifier des premiers besoins, des premières attentes, des premiers freins aussi par les acteurs pour définir avec eux des thématiques sur lesquelles on souhaitait travailler en format groupe de travail. Donc ces groupes de travail, ils ont débuté en fin mars, début avril de cette année. Par une première salve qui servait notamment à partager un petit peu le constat sur le territoire. Ils vont être suivis d'une deuxième salve d'atelier là au mois de juin, qui, elle, va viser à prioriser un petit peu les actions qui auront été définies. Et puis, on aura d'autres moments en groupe de travail où là, on sera plutôt sur de la construction en fait, d'actions, de projets. On ira plus finement sur les projets qui ont été retenus. Tout ça sera entrecoupé de temps d'assemblée pour nous permettre d'échanger avec l'ensemble des acteurs de la démarche Concerto, de faire les liens aussi entre les différents groupes de travail, ça sera important. Et on aura une restitution grand public à la fin de la démarche. Donc l'ensemble de la démarche est prévu pour durer entre 1 an et 1 an et demi. On a 4 thématiques de groupes de travail qui ont été définies et vous le verrez, donc même si au départ on était sur une démarche, comme je le disais, multiflux, la thématique des biodéchets est vraiment ressortie de manière majoritaire. Donc on a un premier groupe de travail sur la collecte séparée des biodéchets, un deuxième groupe de travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion de proximité, un troisième groupe de travail sur la partie méthanisation, un dernier groupe de travail qui était plutôt, lui, un groupe de travail de prospective sur les autres filières qui pourraient être développées pour la valorisation de la matière organique sur le territoire de l'Aisne. On est en train de réfléchir aussi à en créer un 5e qui serait spécifique aux gros producteurs de biodéchets, parce que c'est une cible qu'on a eu un peu plus de mal à toucher. Alors, on a quelques acteurs qui ont participé aux premières réunions, mais on se rend compte aussi que les problématiques sont très spécifiques, autant en termes de gisement que de gestion sur place, et que ça mériterait sûrement de les regrouper en groupes de travail spécifiques pour pouvoir faire les liens ensuite avec les autres groupes. Donc voilà, vous pouvez passer à la dernière diapo. Donc rapidement, pour conclure, quelques points de vigilance par rapport à cette démarche. Je dirais que le premier, ça sera de bien veiller à l'articulation des différents groupes de travail et à la coordination des différents projets, parce qu'on ne peut pas parler notamment de collecte séparée sans parler de gestion de proximité au préalable. Donc la partie prévention des déchets doit bien être mise en avant et ensuite on étudiera les possibilités de collecte. Entre eux aussi la partie collecte séparée et la filière méthanisation. Comme je le disais, on a beaucoup de méthaniseurs agricoles et un des points qui va être crucial, ça va être notamment aussi la qualité du tri en amont pour assurer un bon fonctionnement des installations et aussi assurer la qualité pour le retour au sol. L'articulation entre la partie gros producteurs et filière méthanisation, donc là pour aussi les problématiques par exemple de déconditionnement ou autres. L'approvisionnement des méthaniseurs, l'idée c'est aussi de veiller à ce qu'on n'ait pas une concurrence qui s'installe et qui soit trop forte sur les gisements qui pourraient être visés. De garder aussi à l'esprit la cohérence départementale, de veiller aux aspects de contractualisation, notamment public-privé. Forcément, pour les plans d'approvisionnement, les méthaniseurs ont besoin d'avoir une vision sur du plus ou moins long terme.
Nous, on est collectivité pour la partie biodéchets des ménages contraints par le code des marchés publics. Donc, il faudra trouver aussi les bonnes formules, j'ai envie de dire, pour que les partenariats puissent se créer et s'organiser au mieux et assurer une pérennité finalement de la filière et une vue d'ensemble pour les installations. Les problématiques du déconditionnement et de l'hygiénisation qui sont si fortement ressorties et qui vont être à creuser. Il n'y a pas forcément, pour la partie donc, déchets alimentaires, le traitement des sous-produits animaux, on a besoin de cette partie d'hygiène. Nécessité non plus que l'ensemble des projets ou des installations déjà créées en fonctionnement s'équipent d'un hygiéniseur. L'idée, c'est peut-être de le réfléchir, là encore une fois, à l'échelle du département et pourquoi pas de mutualiser des équipements et de pouvoir livrer des soupes qui seraient prêtes à être traitées dans d'autres méthaniseurs, même s'ils n'ont pas d'équipement. Idem pour la partie déconditionnement. Et je dirais, le dernier point de vigilance, c'est d'arriver à finalement canaliser la démarche. On sait, des fois, on a envie d'aller vite sur les projets, mais si on veut garder à l'esprit cette idée de structurer la filière et de pouvoir garder la cohérence à l'échelle du département, on aura besoin aussi de prendre un peu de temps pour avoir une vision globale en fait sur l'ensemble des projets et que tout s'articule au mieux. Merci beaucoup Delphine pour ce témoignage, cette intervention sur une démarche vraiment atypique d'un syndicat qui a la compétence mais qui a le souhait effectivement de bien coordonner, de se coordonner et de mobiliser avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc on suit de près effectivement cette démarche, cette concertation autour de la matière organique. Avant de donner la parole aux questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On va d'abord faire l'ensemble des interventions et après on prendra toutes les questions. Un témoignage inspirant donc de Maëlys et à qui je donne la parole. Bonjour à tous. Marie, vous voulez que je repars comme ce qu'on avait dit depuis la genèse de Binapi. Allez, go, 10 minutes. Alors, donc moi, je me présente, je m'appelle Maëlys, j'ai 36 ans et j'ai cofondé Binapi en 2017 suite à un constat sur notre territoire qu'il y avait cette loi Grenelle 2 de l'environnement qui imposait aux gros producteurs un tri des biodéchets, mais que sur notre territoire, il n'y avait rien pour que ces gros producteurs puissent être en règle avec cette loi, si ce n'est les gros collecteurs comme sur notre territoire Suez ou Veolia qui sont les plus présents. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc on a créé Binapi. Pour la petite histoire, ni moi, ni ma cofondatrice à l'époque n'étions issus ni du milieu de l'entrepreneuriat, ni du monde des déchets. Moi, j'étais infirmière diplômée d'État, responsable hygiène et qualité d'un bloc opératoire. Et j'avais, moi, fait l'expérience sur mon écosystème très réduit familial via une prise de conscience qui est arrivée petit à petit qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des choses à mettre en place et que si ça fonctionnait dans le cadre de notre famille, ça pouvait fonctionner à plus grande échelle. Et donc, on s'est dit, ça fonctionnera, on veut y croire sur le territoire normand. Donc, on a créé Binapi. Et donc, Binapi, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de collecte de déchets alimentaires. Mais pour cela, en fait, notre objectif, c'est d'installer des solutions de tri à la source sur mesure dans les établissements pour ensuite venir collecter les déchets alimentaires et les valoriser. Aujourd'hui, nous, on valorise exclusivement en méthanisation, mais on ne se ferme absolument pas la porte, pourquoi pas au compostage. Notre activité, elle s'étend sur plusieurs axes.
Comme le disait Madame Bourgeois, il est hyper important, comme on parle de retour à la terre, que ce soit en méthanisation ou en compostage, que l'enjeu d'un tri de bonne qualité soit bien compris par nos clients. Donc, on va venir vraiment sensibiliser le personnel d'un restaurant, les convives d'une cantine d'entreprise, les étudiants, les collégiens, les lycéens dans une cantine scolaire, parce qu'il est primordial pour nous de fédérer autour de ce projet-là et que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un tri le plus pur possible. On veut lever des freins psychologiques aussi. Il y a beaucoup de freins psychologiques autour du biodéchet. Pour un gérant de restaurant, c'est je ne veux pas imposer un tri en plus à mes clients. C'est trop compliqué. On n'a pas assez de place dans nos cuisines. Donc nous, vraiment, on va venir lever toutes ces barrières en trouvant des solutions adaptées et en facilitant l'accès au tri des biodéchets. Il faut savoir que sur une unité de méthanisation, qui a donc tous les outils pour pouvoir nous recevoir, c'est également ce que disait Madame Bourgeois, aujourd'hui, pour recevoir des DCT, donc des déchets de cuisine et de table, il faut à minima un hygiéniseur, parce qu'on collecte des sous-produits animaux de catégorie 3, mais moi, j'insisterai aussi sur le fait que le déconditionneur est quand même hyper important parce qu'on n'est pas à l'abri des erreurs de tri, parce que chez les restaurateurs, vous avez des gens qui sont là, qui sont des extras, qui ne sont pas forcément au courant des consignes de tri. Dans les établissements scolaires, on fait face à des enfants qui, parfois, pas volontairement, font tomber leur pot de yaourt dans la mauvaise poubelle et ça tombe dans les biodéchets. Et nous, on aura beau être là pour vraiment sensibiliser, expliquer les choses, avoir un œil et éventuellement faire du surtri, même si vraiment, nous, on évite un maximum d'en faire. Le déconditionneur est quand même là pour être un filet de sécurité et pour permettre, en fait, à ces biodéchets d'être... le déconditionneur permet de retirer les éventuelles impuretés dans les biodéchets livrés sur l'unité de méthanisation. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la sensibilisation, c'est vraiment la clé de voûte d'un tri réussi. Il faut que les gens comprennent. On entend beaucoup aussi les gens aujourd'hui nous dire oui, on nous demande de trier, mais tout part dans la même poubelle. Nous, notre objectif, c'est vraiment de présenter l'unité de méthanisation. On travaille vraiment en partenariat avec un agriculteur qui, depuis le début, croit en notre projet, qui, depuis le début aussi, est bien conscient que on est une aide et dans sa communication à lui, on lui permet de raconter une histoire aussi. Aujourd'hui, on sait que les méthaniseurs ont des difficultés d'acceptabilité sociale, environnementale. Les gens pensent que ça va sentir mauvais, qu'il va y avoir des camions. Le digesta est assez décrié aussi. Donc, l'idée, avec ça, on l'aide, nous aussi, à raconter une histoire et à dire que non, en fait, il n'y a pas que du négatif dans tout ça. On valorise les déchets des cantines alentours. Donc, on a vraiment un partenariat très solide avec lui. Il nous suit depuis le début et donc, on grandit ensemble. Donc, ça, c'est très, très important pour nous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, nous, notre zone de chalandise, c'est vraiment le Havre. On s'étend jusque un petit peu plus loin en Seine-Maritime, à 50 km. Et on a pour objectif de devenir un acteur incontournable de la Normandie. Aujourd'hui, la loi de transition énergétique vient renforcer la loi Grenelle 2 de l'environnement et donc vient imposer un tri à la source des biodéchets pour tous en 2024. Donc, les collectivités commencent vraiment à se poser les questions de la mise en place de solutions. On est, nous, interrogés par différentes collectivités sur différentes solutions parce que toutes ne partent pas vers les mêmes solutions. Et puis, on continue notre croissance en proposant toujours nos services aux professionnels, donc cantine collective, restaurant traditionnel, industrie agroalimentaire, supermarché. Voilà, le biodéchet aujourd'hui, il est partout.
et on n'en valorise pas encore une assez grande partie, selon moi. Voilà. Nous, aujourd'hui, on fonctionne pour vous parler un petit peu plus de notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, nous, on fonctionne sur un échange de bacs, c'est-à-dire qu'on prend un bac, on vient échanger un bac plein contre un bac vide et propre. On fonctionne aussi avec de la caisse palette chez les plus grands producteurs. L'idée, c'est vraiment de trouver la solution adaptée à chaque client. Voilà, j'ai l'impression de vous larguer un petit peu tout, tout comme ça en mélange. Marie, je ne sais pas si vous voulez que j'insiste sur certains points. Dans l'échange que nous avions eu, puisqu'il reste 2 petites minutes, c'était aussi tout à l'heure vous avez dit oui, on voudrait être un peu le partenaire ou l'acteur à l'échelle régionale, mais oui. Vous travaillez quand même, ou du moins vous avez des échanges avec des gros types Veolia. Et oui, peut-être que c'est important que vous puissiez à un moment d'expliquer voilà, votre partenariat ou les échanges que vous avez avec Veolia, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est ça. Alors, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de travailler en bonne intelligence avec l'écosystème local. Donc, bien sûr, on est en contact avec des plus gros, Veolia en particulier sur notre secteur, parce qu'ils ont, par exemple, une plateforme de compostage en fait, voilà, ils s'intéressent aussi à notre activité. Aujourd'hui, eux, ils ne sont pas en mesure d'aller faire l'épicerie qu'on fait ou la dentelle qu'on peut faire, parce qu'on va chez des plus petits producteurs qui, certes, sont au-delà des 10 tonnes, mais pour un Veolia, c'est des petits producteurs parce que ce sera un restaurateur de centre-ville qui aura du bac de 150 litres et pas de la caisse palette. Donc, on travaille en bonne intelligence avec eux. Après, voilà, aujourd'hui, on travaille en bonne intelligence avec eux. Je pense, malgré tout, ils nous regardent un peu du coin de l'œil parce qu'ils aimeraient garder parfois, je pense, le monopole. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une envie de se tourner quand même vraiment vers les acteurs locaux et vers cet écosystème local. Donc voilà, aujourd'hui, il y a pas de concurrence, il y a pas. On avance chacun sur nos trajectoires. Et nous, on est tout à fait prêts à partager avec eux. Et eux aussi, d'ailleurs, hein, eux aussi nous ouvrent leurs portes sans problème sur leur site de traitement, etc. Ils n'ont pas vocation, quoi qu'il en soit, en tout cas à l'heure actuelle et sur ce que je sais, sur notre territoire, à mettre un gros coup d'accélérateur sur la collecte. Eux, ils ont vraiment une casquette traitement et ils veulent rester sur cette casquette-là, en tout cas sur notre territoire. Merci Maëlys. Je vois de toute façon qu'il y a plein de questions qui commencent à arriver. Donc, on va, si vous voulez bien, on va arrêter là et on va donner la parole à Olivier Théobald, qui a également un exercice à faire en 10 minutes. Je te laisse la parole, Olivier. Merci. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux 2 organisatrices de ce webinaire et aux 2 intervenantes précédentes pour des témoignages qui sont très, très intéressants. Et on va revenir sur un certain nombre de notions qui ont été évoquées, mais rapidement du coup, puisqu'elles ont déjà été évoquées. Donc d'abord, un rappel de la réglementation, si vous voulez bien aller à la diapo 3. Tout de suite, on va gagner du temps avec un rappel sur les différentes lois qui se sont enchaînées depuis 2010. D'abord, la loi Grenelle qui a été rappelée, qui s'est traduit dans l'article 541-21.1 du Code de l'environnement, dite la loi gros producteurs, en fait, avec les producteurs de plus de 10 tonnes qui sont soumis à une obligation de collecte et de traitement de leurs biodéchets, soit 10 tonnes de biodéchets, soit 60 tonnes d'huile alimentaire. On l'oublie souvent, mais c'est et où les 60 tonnes d'huile alimentaire sont importantes aussi. En 2015, avec la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte, la LTECV d'août 2015, l'article 70 a défini une notion en disant que les collectivités, le service public en général de gestion de déchets devait progresser dans le tri à la source des déchets organiques et généraliser pour tous les producteurs de déchets ce tri à la source et cette valorisation avant 2025.
En 2017, on l'oublie un petit peu, mais il y a eu le paquet économie circulaire de l'Union européenne dans son article 22 qui a défini que les États membres veillaient à ce qu'au plus tard, le 31 décembre 2023, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets. Et ce paquet économie circulaire a été adopté par la France, ce qui s'est traduit dans la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020, par l'article 88, qui modifie donc l'article 541-21.1 des lois Grenelle, en disant qu'au plus tard, en fait, au 31 décembre 2023, l'application s'appliquait à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales, dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. Donc ça, c'est assez important comme article qui aussi abaisse le seuil de 10 tonnes par an à 5 tonnes par an à compter du 1er janvier 2023 et donc au 31 décembre 2023. Cette application s'applique bien à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de DCT. Quand on parle de biodéchets et de biodéchets alimentaires, on comprend souvent déchets de cuisine et de table. Donc, je voudrais revenir quelques instants sur cette notion. Ça a été souligné déjà. Ce sont des produits qui sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3. Ça sort d'une réglementation sanitaire européenne, en fait, d'application obligatoire, qui permet d'éviter tout risque de contamination pour la santé, qu'elle soit animale ou publique, en fait. Et c'est une réglementation qui est très liée aux crises sanitaires différentes qui se sont succédées, soit la crise de l'ESB, soit les grippes type grippe aviaire H1N1, qui ont donc en fait engendré la mise en place de dispositifs de sécurité alimentaire. Ce qu'il faut comprendre de cette réglementation, c'est que par défaut, les déchets de cuisine et de table sont considérés comme des SPAN, des sous-produits animaux de catégorie 3, et tous ceux qui rentrent en contact, tous les déchets qui peuvent rentrer en contact avec ces déchets-là, du coup, le mélange est considéré comme un SPAN 3. Ça veut dire que quand on fait un mélange de déchets verts et de biodéchets alimentaires, eh bien, par défaut, le mélange sera considéré comme du SPAN 3. Donc, ça a été souligné également. Ça implique un certain nombre de contraintes pour les unités de traitement en aval de cette collecte de déchets. D'une part, pour la méthanisation, l'obligation d'une pasteurisation, d'une hygiénisation préalable avant son entrée dans les digesteurs, donc avec des tailles maximales de 12 mm et 70 degrés minimum pendant 1 heure pour les biodéchets, ou pour le compostage avec des conditions sur l'hygiénisation qui sont données dans le transparent, de montée en température du tas, 55 degrés pendant 14 jours, 60 degrés pendant 7 jours, 65 degrés pendant 3 jours. On peut peut-être aussi signaler que pour les installations de traitement, dans le cas général, doivent demander un agrément sanitaire. C'est-à-dire, dans le cas général, c'est-à-dire quand elles sont au-delà d'1 tonne par semaine, en dehors de la gestion de proximité, elles doivent demander un agrément sanitaire auprès de la direction départementale de la protection des populations, et que parfois l'accueil de déchets alimentaires peut engendrer des modifications du régime ICPE. Mais là, je renvoie au DDPP ou au DREAL. Transparence suivante, s'il vous plaît. Il te reste 5 minutes. Oui, je vais me dépêcher. Quand on parle de biodéchets, on parle souvent de déconditionnement également. Ça a été dit, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Simplement dire que, en règle générale, les biodéchets doivent faire l'objet d'un tri à la source, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets, avec des dérogations, notamment quand il y a des propriétés de dégradabilité, de compostabilité similaires. Ça, c'est pas encore défini par décret, ça devrait venir. Ensuite, pour les biodéchets qui sont contenus dans des emballages qui sont non compostables ou non biodégradables, ils peuvent être, une fois déconditionnés, traités conjointement avec les biodéchets, ayant fait l'objet d'un tri à la source. Les conditions devant être encore là aussi définies par décret, ou alors collectés avec les biodéchets conjointement, mais ça jusqu'au 31 décembre 2023, et sous réserve ensuite qu'ils fassent
l'objet d'un déconditionnement. J'ai noté de l'intervention de Madame De Witt que la qualité était un maître mot. Je le rappelle, effectivement, le déconditionnement des déchets alimentaires, ce n'est pas forcément une obligation, mais cette étape notamment peut répondre à des contraintes techniques de sites de traitement et notamment la méthanisation, ce qui a été soulevé par Madame De Witt. Transparence suivant, s'il vous plaît. Alors, on peut aller à la diapo 7 directement pour gagner du temps. Voilà, merci. Donc là, je fais un focus sur les biodéchets des ménages, un potentiel à valoriser. C'est des chiffres qui sont issus de Modecom 2017. Alors, il y a juste une petite faute de frappe. Sur les 11 millions de tonnes qui ont été comptabilisées, c'est bien 5,5 millions de tonnes collectées séparément et faisant l'objet d'une valorisation organique, et 1,2 et là-dessus 1,2 tonnes millions de tonnes de déchets verts ou déchets alimentaires qui sont collectés auprès des ménages, soit en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, et le reste étant du déchet vert collecté en déchetterie. Le reste de ce gisement reste dans les OMR, ça a été signalé dans la première intervention, ça représente à peu près 33% des ordures ménagères et près de 90 kg par habitant et par an. Alors avec les chiffres de GRDF que j'ai repris, une tonne, ça fait à peu près 100 normomètres cubes de biométhane. Donc sur 11 millions de tonnes, on a 11 TWh potentiellement de gisement brut, avec une évaluation d'un gisement méthanisable qui dépend de la possibilité d'aller récupérer ce gisement auprès soit des producteurs, des gros producteurs ou des petits producteurs. Je rappelle que pour la consommation de gaz est d'environ de 450 TWh annuellement, enfin c'était les chiffres de 2020. Pour les flux de producteurs non ménagers, aujourd'hui, à l'ADEME, en tout cas, on n'a pas d'études récentes qui permettent de dire quelle part de ces producteurs pratiquent le tri des biodéchets et surtout les quantités de biodéchets associés, et ni d'autre part les quantités de biodéchets qui ne sont pas triés ni valorisés. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir qu'on engage prochainement. On va passer rapidement aussi sur la diapo suivante, peut-être même la sauter, s'il vous plaît, puisque ça a été défini, c'est sur les producteurs non ménagers et la diversité. Comme l'a rappelé Madame De Witt, le biodéchet est partout. Pour terminer, peut-être les aides de l'ADEME aux opérateurs de traitement et aux producteurs de déchets, qu'ils soient ménagers ou non ménagers. Je vous renvoie sur la plateforme Agir, www.agirpourlatransition.adem.fr, où vous trouverez les conditions d'aide de l'ADEME. Donc l'ADEME généralement aide traditionnellement sur deux aspects, d'une part sur les études et d'autre part sur les investissements. Pour les études, aujourd'hui, toutes les entreprises et opérateurs collectivités locales sont concernées par ces études, y compris les entreprises qui sont aujourd'hui obligées par le tri, qui sont concernées par le tri. Les gros producteurs peuvent émarger aux études de l'ADEME. Donc, deux types d'études, des diagnostics qui sont principalement des états des lieux approfondis, qui portent soit sur de la technique, soit sur de l'organisation, avec une comparaison de différentes solutions envisageables et une proposition de solution, et ensuite un accompagnement de projet, qui est plutôt là du coup un conseil au maître d'ouvrage sur la détermination de son projet, l'affinage de son projet en quelque sorte, l'affinage de sa solution, et donc là, la faisabilité de l'investissement. Donc on accompagne ces deux types d'études. Et ensuite, pour les investissements, on a un petit peu, je vous ai mis un petit peu ici la liste à l'après-vert, soit dans le cadre du plan de relance avec ce qu'on appelle la préparation au tri, tout ce qui concerne les opérations de préparation au tri dans les établissements, principalement de restauration. Donc ça peut être de la signalétique, ça peut être des tables de tri, ça peut être des frigos, ça peut être des choses comme ça. Également des composteurs en établissement, donc soit des pavillons de compostage, soit des bacs. On a sorti du dispositif les composteurs électromécaniques pour faire un financement au cas par cas plutôt. Et puis également des financements sur les unités de désemballage et de déconditionnement, sur les unités d'hygiénisation, que ces procédés soient associés ou non à du traitement par compostage ou par méthanisation. C'est-à-dire qu'on peut en fait coupler hygiénisation et méthanisation dans une seule unité, ou alors découpler les unités d'hygiénisation de la plateforme de compostage ou de méthanisation. Et enfin, des aides au compostage lorsqu'il y a des biodéchets qui arrivent.
et puis des aides classiques à la méthanisation. En 2021, on teste les aides forfaitaires. Voilà, et je crois que j'ai tenu dans les 10 minutes. Merci Marie. Parfait. Rappelé à l'ordre. Parfait. Merci beaucoup Olivier. Merci à tous les trois. Pauline, voilà, merci Pauline. Je vois déjà qu'il y a pas mal de questions, donc je vais laisser Pauline gérer les questions et que chacun des intervenants puisse répondre. Mais je vous ai mis déjà sur cette diapo les coordonnées des intervenants dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre des échanges, en sachant que sur la question des biodéchets, la gestion des biodéchets des acteurs économiques. Je vous invite de ne pas harceler Olivier, puisque Olivier est au niveau national, mais plutôt de me harceler, puisque je suis votre correspondante en région Hauts-de-France. Merci Marie. Voilà. De rien, Olivier. Pauline, tu gères les questions-réponses, s'il te plaît? Alors, on a une première question qui nous interroge sur le coût moyen d'un hygiénisateur et d'un déconditionneur. Bonne question. Olivier, tu as peut-être des chiffres, des coûts? Olivier? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur les déconditionneurs, c'est qu'on est en train de sortir une étude justement sur les qualités des déconditionneurs, leurs performances techniques, et qui devrait être bientôt mise en ligne. Alors, il y a deux parties dans l'étude. D'une part, les performances de tout un tas de déconditionneurs, et d'autre part, les performances de 5 sites en particulier. Donc, voilà, on aura cette étude-là qui devrait paraître j'espère, dans les semaines qui viennent. Ensuite, pour donner des coûts, c'est compliqué parce que ça dépend un petit peu du contexte. Alors moi, je ne m'aventurerai pas forcément à donner des coûts bruts comme ça qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Du coup, je vous renvoie plutôt sur cette étude et puis voilà. Donc, je peux pas répondre beaucoup mieux. Ok, merci. Ensuite, j'ai une question pour Maëlys. Quelle quantité Binampi collecte de déchets et comment? Alors, on est sur une période d'instabilité en ce qui concerne la restauration. Donc, c'est compliqué de donner une réelle réponse. Qui plus est, nous, on est vraiment en croissance. Donc, on collecte un petit peu plus tous les mois, en fait. Pour vous donner une idée, sur une année 2020 qui n'a pas été très joyeuse, on a collecté 150 tonnes annuelles. Mais donc avec une fermeture des établissements scolaires, des cantines d'entreprise et des restaurants sur un bon tiers de l'année. Donc voilà, c'est compliqué de vraiment de donner une réponse. Ensuite, pour vous dire comment, donc nous aujourd'hui on a un camion, on roule au GNV. C'était notre objectif, c'était de boucler la boucle. Donc nos biodéchets produisent du biogaz et on roule au biogaz. On fait un échange de bacs, comme ce que je pouvais expliquer. Donc, on prend un bac plein et on laisse un bac vide et propre. Ensuite, nous, on a une plateforme d'entreposage qui est agréée par la DDPP. Il faut savoir que, comme ce que disaient M. Théobald et Mme Bourgeois, on est quand même sur un déchet, des sous-produits animaux. Il y a eu quand même c'est très encadré au niveau traçabilité et hygiène. Donc voilà, on a un agrément sanitaire qui nous autorise à entreposer ces sous-produits-là. Et ensuite, on les envoie à minima une fois par semaine en poids lourd sur l'unité de méthanisation. Voilà un peu comment on fait. Merci Maëlys. Marie, j'ai vu que tu avais levé la main. Non, j'ai fait une erreur. Question suivante. C'est peut-être plus une remarque qu'une question de Madame Vedel sur Agrifland d'énergie dans le 59 qui nous fait part de la complexité aujourd'hui de monter un projet avec de l'hygiénisation, du déconditionnement, etc. Est-ce que vous voulez lui répondre? Alors moi, c'est compliqué parce que nous, on n'est pas dans le traitement. Nous, on fait le lien entre le producteur et la personne qui est dans le traitement. Donc, je ne saurais répondre, si ce n'est que nous, on se lance quand même, on se pose la question justement de développer
une plateforme de pré-traitement, de déconditionnement et hygiénisation. Donc là, on souhaite répondre. On a, nous, un appel à projet ADEME Région, justement, pour le financement d'études. Puis, si notre étude aboutit sur quelque chose de positif, une partie du financement des travaux pour mettre en place ce dispositif-là. Pour le moment, on n'est pas encore dans le dur, donc je ne pourrais pas y répondre. Une autre question pour Maëlys. Comment, je pense que les agriculteurs trouvent-ils leur rentabilité et combien, ou les producteurs de déchets, je ne sais pas, et combien facturez-vous le ramassage aujourd'hui? Je pense que c'est plus une question sur votre business model. Alors, notre business model, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs cases. On a plusieurs typologies de clients. On a tout d'abord les premiers qui ont une réelle conviction écologique, qui sont conscients qu'il faut faire quelque chose et qui sont prêts aujourd'hui à payer pour notre service. Qui sont conscients qu'il y a une clientèle qui est de plus en plus soucieuse de consommer responsable. Aujourd'hui, on indique facilement que les produits sont bio, sont locaux, qu'on cuisine, que c'est du fait maison. Et donc, nous, on invite les restaurateurs aussi à boucler la boucle et à leur dire, bah, allez-y. Et en plus, permettez-vous de dire qu'en plus, vos biodéchets, il y a un retour à la terre. Donc, voilà, il y a cette première catégorie de clientèle. On a une deuxième catégorie de clientèle. Alors là, ça dépend vraiment des territoires, mais qui paye ce qu'on appelle la redevance spéciale. Qui est mis en place en fait par les communautés de communes. Alors encore une fois, c'est très territorial parce que ça dépend vraiment d'une communauté de communes à une autre. Nous, sur Le Havre, les professionnels payent au-delà de 2500 litres hebdomadaires, tout flux confondu, donc déchets recyclables et ordures ménagères. Une redevance spéciale. Sur certains territoires, cette redevance spéciale n'existe pas. Sur d'autres, elle est au premier litre. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment se rapprocher des services déchets de la communauté de communes. Et donc, en fait, ces clients-là, aujourd'hui, ils payent déjà quelque chose pour leurs déchets. Et donc, nous, en venant auditer leurs pratiques et leurs flux de déchets, quand on leur dit que s'ils retirent les déchets alimentaires de leur poubelles noires, donc de leurs ordures ménagères, ils vont pouvoir baisser la volumétrie d'ordures ménagères et donc faire une économie sur la redevance spéciale. On leur fait faire une économie d'un côté et donc en fait, parfois c'est juste un transfert de charge. Ce qu'ils payaient, ils ne le payent plus à la collectivité, mais ils nous le payent à nous. Et en plus, nous, on leur offre du coup toute cette visibilité et cette mise en avant de leur démarche. Pour la collectivité, certains vont nous dire « Oh là là, mais vous faites perdre de l'argent à la collectivité ». Pas du tout, il ne faut pas le voir comme ça non plus. Il faut le voir aussi comme une économie pour la collectivité sur moins de déchets à incinérer, puisque la collectivité aujourd'hui paye les déchets qu'elle doit incinérer. Donc c'est donnant-donnant pour tout le monde. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et les plus gros producteurs qui, pour le coup, eux, sont déjà avec des entreprises privées de collecte de déchets. Donc, je vais encore reciter les mêmes, mais Veolia, Suez, Coved, etc., qui, eux, aujourd'hui, payent déjà pour leurs déchets et qui, alors, soit le biodéchet est une goutte d'eau dans la masse de déchets parce que les grosses boîtes industrielles ont du déchet dangereux, enfin voilà, ont tout un tas de déchets et donc le biodéchet représente vraiment pas grand-chose. Soit, en effet, ils peuvent également diminuer la volumétrie des déchets qui partent chez ces gros prestataires-là, faire une économie et donc c'est du transfert de charge. Donc voilà, après aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience aussi qu'on est tous responsables de ces déchets, que le producteur du déchet, normalement, en est responsable jusqu'à sa destruction, valorisation, et qu'aujourd'hui, c'est fini ce temps où on ne s'intéresse plus et où on produit du déchet sans même se demander qui paye et qui s'en occupe, selon moi. Voilà, dans mon petit monde utopique. Marie ? Oui. Pour revenir sur la question sur les coûts, donc ça m'embêtait un petit peu de ne pas annoncer des chiffres, mais bon, vous verrez que les chiffres des déconditionneurs sont très variables.
Dans l'étude que je vous citais tout à l'heure, les chiffres vont de, en gros, 27 000 € à 280 000. Donc, vous voyez qu'on a suivant en fait les matériels qu'on choisit, leur performance, leur puissance, leur débit, bon, eh bien, on a des prix qui peuvent extrêmement varier, quoi. Donc voilà, je réponds à la question, mais pour moi, le scope est vraiment très important. Ouais. Merci Olivier. Et puis dans quelques semaines, cette étude devrait sortir, donc Oui, on ne manquera pas de la diffuser. Voilà, elle sera mise sur le site de l'ADEME en ligne, bien sûr. Nickel. Il y avait encore une question? Je pense que c'est plus une remarque d'Arnaud Etienne, côté chambre d'agri. Arnaud, tu veux prendre la parole? Oui, bonjour, merci Pauline. Donc Arnaud Etienne, je suis référent méthanisation pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Déjà, merci pour les trois présentations, pardon, c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié l'initiative de Maëlys, je trouve ça très intéressant. Je voulais juste effectivement réattirer l'attention quand même sur les impacts réglementaires aujourd'hui de la mise en œuvre d'un projet d'hygiénisation. Et je me permets de réagir peut-être au nom de quelques porteurs de projets actuellement en région qui souhaitent travailler sur de l'approvisionnement local avec des collectivités en biodéchets et pour lesquels on se heurte aujourd'hui à des vraies contraintes réglementaires du fait des sous-produits animaux et dans le cadre notamment de l'agrément sanitaire. Et ma remarque, je précisais simplement que aujourd'hui, beaucoup d'unités de méthanisation traitent des effluents d'élevage, qu'elles bénéficient d'une dérogation à l'hygiénisation, puisque les effluents d'élevage sont un span de catégorie 2. Et que le fait d'introduire des spans non transformés, notamment des DCT, dans l'unité de méthanisation peut entraîner la perte de cette dérogation à l'hygiénisation des effluents d'élevage. C'est pas anodin du tout, puisqu'aujourd'hui, ça bloque, pour tout vous dire, plusieurs projets dans la région. Et aujourd'hui, les seules alternatives réglementaires qui nous sont proposées, c'est soit d'avoir une seconde ligne dédiée sur l'unité de méthanisation spécifique pour les produits hygiénisés. Voilà, toute installation de méthanisation ne peut pas se payer le luxe de 2 lignes de traitement. Et l'autre alternative, c'est la création d'une unité d'hygiénisation à côté du site de méthanisation, sauf que effectivement, là aussi, ça a des implications réglementaires. C'était évoqué d'ailleurs dans une des remarques d'Emma Vedel sur le projet d'Agrifland d'énergie. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, mon sentiment est mitigé, c'est-à-dire aujourd'hui, on sent une vraie volonté des collectivités de travailler avec l'agriculture et la méthanisation agricole sur ces sujets-là. On est régulièrement sollicité par les collectivités. On sent une vraie volonté de l'ADEME d'avancer sur le sujet, tant sur un point de vue technique que financier. Mais, je le dis, pour moi, aujourd'hui, on se heurte à des problèmes réglementaires avec les sous-produits animaux et la lecture qui en est faite de la part des DPP et des DRAF, des fois en l'absence de précision de certains points réglementaires. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à ce sujet-là de près, parce que sinon, on va avoir des projets qui vont rester en stand-by. Voilà ce que je voulais dire. Merci Arnaud. Marie? Oui, vas-y, Olivier. Olivier, ouais, c'est pas forcément une réponse par rapport à la remarque de Monsieur Etienne, hein. C'est juste pour vous dire qu'on a également en ligne aujourd'hui, disponible sur le site de l'ADEME, le guide d'accession à l'agrément sanitaire pour les unités de méthanisation et qui fait un tour d'horizon complet et sans doute très complexe aussi de la réglementation. Et je me permets aussi, je voulais rebondir sur ce que dit Monsieur Etienne, et je le rejoins complètement. C'est même nous, en tant que site d'entreposage, on est confrontés parfois à des réglementations qui sont assez compliquées. Et parfois, je me dis que cette loi de transition énergétique, je ne vois pas comment elle pourra réellement être complètement mise en œuvre, tellement parfois les aspects réglementaires
sont bloquants en fait. Donc que ce soit pour les unités de méthanisation, parce que là vous parlez d'hygiénisation, mais il y a aussi ce problème du cru ou des denrées crues qui posent problème. Enfin voilà, je suis d'accord qu'il faudrait monter des cabinets de lobbyistes qui puissent aller gentiment expliquer les choses au DREAL et que parfois il faudrait qu'il y ait vraiment des remontées de terrain parce que c'est compliqué quand même. Bon, il y a peut-être un webinaire à faire organisé par DREAL sur ce sujet-là spécifique la prochaine fois. J'en sais rien. Idée qui est lancée. Je vois qu'il y a encore 2-3 minutes. Peut-être une question à Delphine. Parce que Delphine, Concerto, effectivement, tu as dit tout à l'heure que c'était, voilà, là tu étais dans une démarche, Valorem était dans la démarche pour 1 an et demi. Ceci dit, il y a déjà des acteurs et notamment des agriculteurs qui discutent ensemble, et on voit que en parallèle de cet exercice Concerto, de cette démarche Concerto, il y a Valorem est mobilisé aussi pour autour de projets d'agriculteurs qui souhaitent travailler notamment sur la question hygiénisation des conditionnements. Est-ce que toi, tu peux en dire un peu plus ou pas En fait, on est déjà aussi dans l'action, Concerto. C'est pas que la concertation, on est aussi dans l'action. Oui. Est-ce que tu as des éléments? Oui, effectivement, il y a beaucoup de thématiques qui ont déjà été évoquées avec l'ensemble des participants. Donc, la thématique hygiénisation des conditionnements, notamment par les méthaniseurs installés ou en projet, elle se pose. Certains, effectivement, ont déjà commencé à en discuter ensemble. Et il y a des projets, en fait, qui sont en train de s'étudier sur de la mutualisation d'équipements. Donc ça, je pense qu'on y viendra assez rapidement. Alors, en partie à travers les groupes de travail, mais peut-être pas que, parce que la concertation sera peut-être pas suffisante. Il faudra avancer aussi en parallèle par rapport à tout ça. La concertation, elle pose les bases, elle permet d'identifier des projets, des pistes d'action. Après, il y a des choses, je pense, qui se feront aussi en parallèle, et ça, c'est un sujet qui en fait partie parce qu'il faudra pouvoir avancer un peu plus vite si on veut justement, ce que je disais aussi, avec cet enjeu de garder une cohérence départementale et d'arriver à un certain maillage en fait du département et d'avoir une logique que ce soit en termes de coûts ou même pour les approvisionnements, quoi, de ne pas faire des installations qui derrière seront pas pérennes. Parce qu'on n'aura plus forcément les gisements ou autre. Donc oui, il y a déjà sur cette thématique-là des agriculteurs qui sont en lien, qui ont commencé à creuser la chose de leur côté et qu'on va essayer d'accompagner au mieux à travers la démarche Concerto et puis peut-être en parallèle pour que les choses avancent en gardant à l'esprit comment ça pourrait s'organiser sur le territoire. Merci Delphine. Je vous ai mis le lien pour le guide. Je crois que je ne me suis pas trompée. Le guide d'accession à l'agrément sanitaire pour le traitement des sous-produits animaux carnés dans la librairie ADEME que Olivier parlait tout à l'heure. Il est 13h. Est-ce qu'il y a une ultime question, Pauline? Dis-nous. Non, je tiens juste à vous. Merci à tous de vos interventions. Je tiens à vous rappeler le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 10 juin sur la même plage horaire, animé par France Nature Environnement. Super. Merci beaucoup. Marie. Oui, merci Delphine, merci Maëlys, merci Olivier, merci à tous les participants. Et puis, si vous voulez poursuivre, n'hésitez pas à prendre contact avec chacun des intervenants. Et puis, je reste à votre disposition du côté ADEME. En tout cas, un grand merci, bon appétit à tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Marie, au revoir. Je te reglisse un petit mail cet après-midi. Nickel, très bien, au revoir. Au revoir.